Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine encore sur cette libre antenne d'Europe 1. Nous avons 2 heures de direct pour échanger ensemble sur ce qui vous préoccupe ou vous interroge, que vous soyez chez vous et votre confort dans vos habitudes ou partis en vacances pour changer d'air. Parce que la nuit, où que nous soyons, force est de constater que les soucis se font plus gris, que les sommeils inquiets se cherchent et ne se trouvent pas toujours, que les solitudes se font lourdes ou que les relations tendues éprouvent plus que jamais leur élasticité. Enfin, prendre un peu de recul sur ce qui nous encombre, ce qui encombre votre tranquillité d'esprit, vous empêche le sommeil du juste. Cette libre antenne est là. Et derrière le micro, moi, pour vous accueillir et vous proposer d'autres regards, d'autres humeurs pour reconsidérer votre situation. Un numéro, le 3921, pour accéder au standard de l'émission où vous serez gentiment accueillis par Fanny et Kelvin. Ne tardez pas, si vous souhaitez échanger avec moi ce soir, car comme vous le savez, cet été, l'émission est un peu plus courte et se termine à minuit. Si en revanche, vous préférez réagir ou soutenir les personnes qui se confient à l'antenne, vous pouvez faire l'envoi de SMS au 7 39 21, suivi du mot « nuit » et de votre message. Je tiens par avance à vous remercier pour la bienveillance que vous aurez à leur égard. Je salue Frédéric Dervin qui réalise ce soir cette émission et vous confie à présent à Fanny et Kelvin au 39 21. A tout de suite, la libre antenne, c'est maintenant. Venez vous confier à Catherine Blanc sur Europe 1. Et nous accueillons ce soir pour commencer Samy. Bonsoir Samy. Bonsoir Catherine, je suis très content de vous avoir au bout du fil. Et moi aussi. Merci beaucoup, ça fait quelques jours au fait que j'ai essayé de vous appeler. Oui. Voilà, donc je vous raconte un petit peu mon histoire. En fait, mon histoire, elle a démarré il y a un peu plus d'1 an. J'ai fait des interventions sur Europe 1, j'en ai fait 3 depuis, auprès de Samine Marin, concernant ma relation actuelle avec mon épouse. Alors, je vous résume au fait les 3 interventions. Ça concerne au fait ma relation donc avec mon épouse qui va être bientôt mon ex, malheureusement. D'accord. Avec laquelle je suis en train de vivre un vrai cauchemar depuis le premier confinement. Alors, dites-moi, parce que comme je ne connais pas votre histoire, Samy, et peut-être pas tous nos auditeurs également, pouvez-vous me dire déjà depuis combien de temps êtes-vous en couple ? Oui, au fait, on s'est connus en 2010. On s'est mariés en 2012 et on vit vraiment ensemble depuis 2014 parce qu'elle était à l'étranger au fait, donc il fallait faire des démarches pour la rapatrier vers vous ? La rapatrier et qu'elle s'installe définitivement en France. Donc depuis 2014 et nous avons 2 charmants garçons. D'accord. Et donc, dans un premier temps, votre relation s'est bien passée et c'est le confinement qui va faire un peu exploser la relation ou déjà il y avait un peu du plomb dans l'aile ? Oui, on peut dire qu'il y avait du plomb dans l'aile parce que c'est une personne qui était maniaque et au fait, moi je voulais pas le voir. Et justement, le premier confinement a déclenché sa maladie, au fait, et elle a fait ce que les psychiatres ont appelé à l'époque, donc l'année dernière, un post-maniaque. Donc, elle s'est révélée bipolaire, au fait, carrément. D'accord. Voilà. Donc, le psychiatre m'a expliqué le concept de post-maniaque. Il m'a dit, quelqu'un de bipolaire, c'est quelqu'un qui déclenche au moins une fois un post-maniaque. Et il m'a posé la question, est-ce que votre épouse, elle était un petit peu maniaque ? Là, j'ai revu au fait ma vie avec elle et c'est vrai qu'elle est très très maniaque, surtout sur le rangement, sur le ménage, sur la manière de marcher. Enfin, elle était maniaque absolument.
Alors, Et excusez-moi un instant, Samy, pour qu'on s'entende sur la terminologie. oui, Quand le psychiatre parlait de maniaque, il parlait donc de ce dont vous parlez, c'est-à-dire des attitudes, des un peu attitudes, de voilà. toc, de rangement, excessif, etc. Oui. Ou alors d'un côté plus large, parce que ce qu'on appelle maniaque, c'est aussi une forme d'hyperactivité au sens large, dynamique, juste qu'un peu démesurée, puisque dans la bipolarité, il y a une sorte d'explosion de possibles et de déni un peu du réel, et puis Mhm. derrière suit une période très dépressive Ça, et oui, très tout à éteinte. fait. Hein. Donc Oui, on parle ça, des deux choses. ça s'est D'accord. déclenché, lors du Du premier premier confinement. confinement. D'accord. Lors du premier confinement, elle est devenue d'une hyperactivité. Je peux vous dire que les derniers dizaines de jours, elle n'a pas dormi. Mhm. Elle passait la nuit à faire le ménage avec du vinaigre dans l'appartement alors que tout le D'accord. monde dormait. Donc par Le, anxiété de par contamination. anxiété de la maladie. Elle n'est pas D'accord. sortie, au fait, Mhm. pendant les 5 semaines, alors que nous avions quand même 1 heure de liberté de Oui. sortie. Donc c'est moi qui sortais les enfants avec les vélos. Et elle a refusé de sortir par peur de la maladie. Mhm. Les 5 semaines l'ont vraiment, lui ont vraiment fait mal. Et suite à ça, elle a été hospitalisée en psychiatrie. Mhm. Donc j'étais obligé de faire le tiers. Donc, malgré le confinement, elle a été hospitalisée, elle a été accueillie en psychiatrie, ou ce Tout à fut fait. après la première salve de confinement? Après la première phase, D'accord, d'accord, c'était au mois d'août. d'accord. Parce que, au fait, en se baladant dehors, elle a fait des délires et les pompiers sont arrivés. Moi, j'étais même pas avec elle. J'étais sorti dans un parc avec les enfants. Mhm. Et les pompiers l'ont pris en charge et elle a été hospitalisée. Donc, ils ont eu mon numéro de téléphone, ils m'ont appelé. Et j'ai été à l'hôpital, j'ai signé le tiers. Mais pour vous dire, quand on est amoureux, c'est votre épouse, etc. J'ai pas supporté la voir dans un hôpital psychiatrique. Mhm. C'était très 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 dur pour moi. Donc une dizaine de jours après, j'ai demandé de la sortir. J'ai fait une demande de sortie. Grave erreur, bien sûr. J'en suis Mhm. conscient. Tout le monde me l'a dit. J'ai péché par amour. Et donc je l'ai sortie avec un traitement et avec un suivi normalement en ville qu'elle a refusé Mhm. parce que c'est une personne un petit peu égocentrique et qui a un égocentrisme, enfin un ego, on va dire, surdimensionné sur sa personne. Donc elle a refusé l'autre. Je dirais plutôt sous-dimensionné. Vous savez, quand on est à se Ah, mettre excessivement en avant, c'est justement parce que on a le sentiment d'un manque de densité et qu'on a besoin, oui, au oui, contraire, d'essayer de lui donner du poids en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on se met un peu au centre de tout. C'est souvent dans exactement. ce sens-là, en fait, Tout que à cela se fait. passe. Tout à fait. Donc je me suis retrouvé au fait à gérer cette bipolarité que je connaissais pas, que j'ai découvert et j'en suis devenu un professionnel tellement j'ai consulté de sites internet professionnels qui parlent de cette maladie. Je suis devenu un professionnel de cette maladie, malgré moi. Mm, Et j'ai essayé de la gérer. C'était très très bien compliqué sûr. parce qu'elle a fait des dépressions pendant plusieurs semaines. Elle a fait des crises de délire à la maison. Euh, Elle partait travailler dans un état, on dirait pas, enfin, elle a un bon statut social, on va dire, sans révéler son métier, mais elle partait avec des habits, des coiffures, enfin, dans un état, ça lui ressemblait pas. J'ai essayé de gérer tout ça et donc elle a commencé à se sentir mal et elle a commencé à parler de divorce, etc. Bref, donc elle a déposé une requête, De divorce? elle a pris un avocat Oui. au mois de juin dernier, au fait. Bon, après il y a eu l'hospitalisation, etc. Après la sortie de l'hôpital,
j'ai attendu 2 mois et je lui ai demandé d'arrêter cette procédure parce qu'elle était nulle, ça sert à rien. Elle m'a dit oui, d'accord. Est-elle d'ailleurs en mesure de vivre seule Non. ou son état fait qu'elle ne peut pas se gérer? Et encore moins les enfants. Non, mais je vous parle justement de l'été dernier. Après, il y a des choses qui sont passées. C'est qu'elle m'a fait vivre dans le chaud et le froid. Des fois, elle me dit qu'on est mariés, des fois que non, on va se séparer, etc., etc. Et au bout d'un moment, moi, au mois de février de cette année, ça m'a fatigué cette situation d'ambivalence et j'ai décidé de prendre mon avocate de ma part parce qu'elle n'a pas arrêté sa procédure. Et je lui ai annoncé que voilà, j'accepte définitivement la situation, on va divorcer, il n'y a pas de souci. Suite à ça, j'ai commencé à sentir de sa part des marches arrière, sachant qu'elle est toujours pas bien. Ça veut dire qu'elle a des émotions très fortes. La moindre contrariété, elle fait des scandales. C'est incroyable. Bref, dernièrement, je vous parle maintenant de cette année, ce qui s'est passé cette année. Au mois de mai, on se dispute et elle me dit de toute façon je vais partir avec les enfants, tu ne nous reverras plus. J'ai dit écoute, les enfants ne partiront d'ici qu'avec un jugement de divorce. Ou alors même pas un jugement, un jugement provisoire, même provisoire. Mais ils ne partiront pas comme ça en galère avec toi, c'est pas possible. Et là vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle se renferme dans les toilettes, elle appelle la police en leur racontant qu'il y a violence conjugale. Je me retrouve en garde à vue. Et je vous rappelle qu'au mois de mai, il y avait beaucoup d'incidents de ce genre. Il y avait vraiment de la violence qui s'est propagée dans le pays. Il y avait malheureusement... Oui, parce que les gens enfermés ensemble, effectivement, ça devenait explosif dans certaines relations. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de victimes malheureusement. Et malheureusement, on m'a mélangé avec tout ça. Je me suis retrouvé en garde à vue. J'ai été déféré au parquet 24 heures après et j'ai écopé malheureusement et heureusement d'un mois d'interdiction de paraître dans le domicile. Un mois. Donc du 7 mai 2021 jusqu'au 7 juin. Donc ça c'était écrit. Donc c'était pas un procureur, c'était un délégué du procureur. Parce que c'était une affaire banale, une dispute, il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien, le dossier il était vide. Donc on m'a dit tiens, un mois, tu n'apparais pas dans le domicile. J'ai été correct, je ne me suis pas présenté. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dehors. Donc il fallait chercher où aller, etc. C'était très compliqué, je me suis fait héberger par un ami. C'était pas facile, parce que quand vous sortez avec votre portefeuille, sans vos dossiers, étant personnellement aussi malade depuis qu'elle est tombée malade en psychiatrie, je suis tombé malade physiquement, j'ai développé quelques maladies, bref. Donc mes dossiers médicaux sont à la maison, mes habits, rien. Je suis sorti comme ça. Bref, pendant ce mois, donc du 7 mai au 7 juin, j'ai quand même revu les enfants. On se donnait des rendez-vous dans des parcs et je les voyais. Donc après le 7 mai, j'ai demandé à mon épouse de retourner à la maison. Elle a refusé. Le 13 mai, j'avais une réservation d'un week-end au bord de mer. Je lui dis écoute, tu sais que j'avais déjà réservé un week-end, on ne va pas le gâcher, on y va quand même. Donc on est parti quand même. Elle a accepté. Elle a accepté. Elle adore la mer. Donc elle a accepté. Ça s'est très bien passé. On est rentré. Je suis reparti chez mon copain. Là, on est au 13 mai. Le 17 mai, il y a un des enfants, le petit, qui m'adore. C'est mon cœur. C'est ce que vous voulez.
Il est tombé malade et il me fait le coup à chaque fois, au fait. Quand je lui manque beaucoup, il se sent pas bien et il commence à vomir, etc. Mhm. Donc, j'ai été le voir. Du coup, on a été voir un médecin, comme d'habitude, un peu de Doliprane, et ça allait mieux. Donc là, je reviens au domicile. Donc actuellement, actuellement, Samy, vous êtes donc chez vous avec vos enfants. Actuellement, je suis chez moi. Je vais à la fin de l'histoire Pardon. pour que ça soit court. Bien sûr. Actuellement, le week-end passé, je les ai déposés dans une gare pour qu'ils partent en vacances. Donc, ma femme et mes enfants, ils sont partis en vacances. Moi, je suis toujours dans l'appartement. Sauf que le samedi prochain, elle rentre et elle me menace de me remettre à la porte. Sachant que le bail est à mon nom. C'est moi qui paye toutes les charges, tout le loyer depuis 10 ans. Elle n'a jamais participé au paiement. C'était aussi une raison de nos conflits qui se répétaient. Et donc, moi, ma question, je demande aux auditeurs, s'il y a des avocats, s'il y a des juristes qui connaissent les lois, sachant que j'ai eu une interdiction d'un mois qui s'est finie le 7 juin. Oui, j'ai oublié quelque chose de très 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 important. Là, dernièrement, quand elle a déposé plainte pour violence conjugale, soi-disant suite à mes propos que j'ai dit, quand j'ai dit que les enfants ne partent pas sans jugement, elle a eu droit à une ordonnance de protection. Alors, ordonnance de protection, normalement, on ne revoit pas la personne qui est violente. Alors moi, elle m'appelait à chaque fois qu'elle avait besoin de moi pour sortir les enfants, quand elle avait un travail, pour porter les courses avec elle, parce que c'est lourd, etc., etc. Pendant toute cette période. Alors, suite à cette ordonnance, elle a fait une demande de logement social qu'on lui a accordé et qu'elle a emménagé avec mon aide. Je l'ai aidé à acheter ses meubles, à les récupérer et à les déposer chez elle. Donc actuellement, elle dispose d'un appartement depuis le mois de juin. Elle a pris ses affaires. J'ai pris ses affaires. J'ai fait 4 voyages avec ma voiture pour lui emmener ses affaires dans son nouveau domicile. Donc c'est un logement social. Elle l'a eu avec une ordonnance de protection en urgence. Et pour le moment, elle me dit qu'elle ne partira du domicile conjugal que la fin août. Ça veut dire la veille de la scolarisation. Parce que dans la foulée, nous avons fait les démarches pour que les enfants puissent changer d'école. Parce que c'est pas la même ville. Donc on a fait les démarches pour que les enfants changent d'école. On a même visité les futures écoles des enfants. Et là, elle est en vacances et elle me dit quand elle rentre, elle va appeler la police et elle va leur dire, tenez-vous bien, que je suis rentré à la maison, que je suis revenu dans son absence, sans son plein gré, alors qu'elle était bien là. Et c'est moi qui l'ai déposée à la gare. Et au fait, elle a manipulé tout le monde et elle a menti à tout le monde. Et moi, quand je dis vrai, on ne me croit pas. Donc moi, ma question aux juristes, aux avocats, s'ils peuvent me donner une solution, parce que moi, dans une semaine, je vais me retrouver à la rue et je ne peux pas revenir chez mon copain parce que ça fait un petit peu beaucoup. J'ai passé chez lui 1 mois et demi et c'est mon seul ami, c'est un vrai ami. Et je suis dans un état psychologique très difficile, je ne dors plus. Je comprends, Samy.
je ne dors plus, je ne m'alimente que rarement. Et je perds du poids, je suis très mal. Je suis désolé Non, mais vous n'avez pas à être désolé. C'est nous qui sommes désolés de la situation dans laquelle vous vous trouvez, Samy. Toute la difficulté, c'est que euh, là, aujourd'hui, effectivement, alors en attendant, pour l'instant, il n'y a pas de SMS et les SMS vont arriver peut-être en cours de notre échange. Et s'ils devaient arriver ensuite, vous savez que de toute façon, le standard ne manquera pas de vous les communiquer. Je suis ouvert à même donner mon numéro de téléphone au standard s'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec moi demain ou après-demain, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette libre antenne, c'est que si les choses ne se font pas dans l'immédiateté, elles se font par la suite. Et c'est d'ailleurs très touchant, et je remercie d'ailleurs les auditeurs d'être aussi attentifs et de prendre justement le temps, et de leur temps, et offrir leur connaissance ou leur réflexion à l'échange. Donc ne vous inquiétez pas, nous ne manquons pas de vous transmettre si ça n'arrivait pas en cours d'échange. Ceci étant, puisque nous parlons tous les deux, et que la situation dans laquelle vous êtes, malheureusement, concerne également des tas d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté votre épouse qui est aux prises avec ces violences psychiques, ces désordres psychiques, et qui du coup est absolument persuadée, parce qu'elle ne cherche pas à être méchante, mais absolument persuadée de son bon droit, de la situation dans laquelle elle est, de ce qui la bouleverse intérieurement, ce qui la bouscule, ce qui la déstabilise. Oui. Et comme c'est insupportable de connaître intérieurement les chauds et les froids, eh bien, elle a besoin de les projeter sur quelqu'un à l'extérieur, à savoir vous. Et vous devenez le responsable de ses bien-être et de ses mal-être. Oui, le responsable de tout. Exactement. Donc, en fait, elle est prisonnière de son déséquilibre psychique. Et évidemment que on n'enferme pas les gens pour ça. On ne les interdit pas de vivre et de communiquer avec les uns et les autres. Et pourtant, tout cela a fortement conséquence. Et en plus, dans une société où il est plus facile d'imaginer la violence opérée par un homme sur une femme que l'inverse. Oui. Et donc, évidemment, vous subissez un peu, vous subissez un petit peu l'idée reçue, mais reçue parce que... Oui, l'idée toute prête, avec tout ce qui... Mais parce qu'elle est existante aussi, vous comprenez. Ah non, mais je la nie pas. Bien sûr. Et donc c'est ça qui est difficile, c'est que par souci de sauvegarde, eh bien, on peut tomber facilement dans le panneau, et c'est en ce sens que, outre bien sûr le travail psychologique qu'il lui faudrait faire, mais qu'elle manifestement ne fait pas, puisqu'elle est plutôt... Ne fait pas et ne fera jamais. Elle a horreur de la médecine, elle a une phobie de la médecine. Donc elle ne suit pas non plus de traitement qui lui est donné. Aucun traitement depuis 1 an. Elle aurait pris le traitement, elle serait stabilisée, on aurait passé une année extraordinaire, mais malheureusement non. D'accord, donc il n'y a ni de traitement physiologique, ni de traitement psychologique. Rien. Résultat, c'est un peu au petit bonheur la chance de ses humeurs, et de ses humeurs encore Exactement. Une fois, qu'elle ne contrôle pas, voilà, mais qu'elle ne contrôle pas elle-même. Hein. Il faut bien comprendre que elle a dû faire à l'occasion effectivement de ce confinement et de cette maladie qu'on a entendue à droite et à gauche galopant partout, oui. et se pénétrant tous les lieux de vie et d'espace, etc. Résultat, elle a fait une décompensation psychique, ce qui veut dire qu'elle avait déjà une fragilité initiale, mais qu'à l'occasion de cette anxiété, et bien tout d'un coup, c'est parti, ça fait comme un incendie en elle. À cela, évidemment, s'est ajouté donc bien sûr ces mécanismes de protection que sont ces tocs de nettoyage, oui. Et derrière ça aussi peu de sommeil. C'est pour ça d'ailleurs sur ce point... Peu de sommeil, beaucoup d'achats. Tenez-vous bien, 15 000 € d'habits. Oui. 15 000 € d'habits de chaussures. Oui, donc, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle était... Et ça, c'est la phase maniaque. La phase maniaque fait que les gens sont tout d'un coup dans des folies en tout genre. Hein. C'est-à-dire, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'arbitrage du surmoi, en quelque sorte. Pour un restaurant. Enfin,
Mais c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est ma situation actuelle. Bien sûr, mais j'entends bien. Oui, mais vous avez résumé les choses de manière magistrale. Bravo. Alors, Samir, quand même quelque chose qui m'inquiète aussi pour vous, parce qu'il va vous falloir vous armer de courage. J'en ai plus. Franchement, j'en ai plus. Ça fait 1 an que j'endure tout ça. Voilà, et justement, donc pour pouvoir, parce que quand il faut faire une course, il faut la faire, vous allez devoir la faire jusqu'au bout, parce que vous n'allez pas vous arrêter sur le bord de la route, il va falloir vous en sortir. Et pourtant, j'ai bien suivi, j'ai essayé de bien suivre le Tour de France. Mais oui. Je suis infidèle, mais malheureusement, cette année, je l'ai haché parce que j'étais à droite, à gauche. Des fois, je dormais même dans ma voiture, pour vous dire. Mais je crois, Samy, qu'il y a 2 choses auxquelles vous devez être particulièrement vigilant, si je puis me permettre de vous faire ce conseil. C'est d'abord votre sommeil et puis aussi votre alimentation. Parce que sans sommeil, notre psychisme ne peut pas affronter Non, il ne peut pas affronter ce que la vie génère au quotidien et génère de stress. Nous avons besoin de dormir pour pouvoir justement rêver. Les rêves sont là pour essayer de gérer tout ce que notre vie diurne a sollicité, a angoissé ou à questionner. Donc vous avez absolument besoin de dormir pour des raisons psychiques et pour des raisons physiologiques également. J'en suis conscient, c'est pour ça, au fait, à défaut de pouvoir me payer un psychologue, j'ai pris un psychiatre qui fait mine de psychologue et il m'a prescrit des médicaments, mais pour dormir et pour être moins anxieux. Mais malheureusement, j'évite vraiment, je les prends quand vraiment je me sens très 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 mal. Sinon, je les prends pas au quotidien parce que j'ai peur de l'addiction, en fait. Alors, vous avez raison, on n'est pas question de devenir addict à des médicaments. Les somnifères peuvent en faire partie. Ceci étant, il faut quand même mesurer que il y a pire encore. Et pire encore, c'est de ne pas dormir. Et je vous le dis à votre intention, mais je le dis aussi à tous nos auditeurs, surtout que nous sommes sur une émission de nuit, donc peut-être que les uns et les autres ont du mal à s'abandonner au sommeil, etc. Il est absolument capital d'avoir un sommeil de qualité, c'est-à-dire réparateur, sans quoi nous ne fabriquons pas, alors là on n'est plus dans la psychologie, mais la physiologie, nous ne fabriquons pas les neurotransmetteurs absolument indispensables à notre appréhension du monde, à notre énergie à mettre en place pour démarrer les choses et à notre notamment bonne humeur, joie à la vie, qu'est notamment la sérotonine. Donc Oh là là, j'en suis loin de chercher la joie, je cherche juste mon toit à récupérer pour le moment. Bien sûr. Du coup, voilà, mon petit conseil, j'allais dire, de bonne maman. Donc ça c'est pris, je vous promets, ce soir, c'est somnifère et dodo. Voilà, somnifère et dodo. et puis quand vous vous levez le lendemain, c'est manger, puisque vous avez aussi besoin de nourrir votre organisme. Vous ne pouvez pas vous laisser dépérir. Ça marche. Voilà, ça c'est capital. Ça, c'était mon côté bonne maman. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je n'ai toujours pas de SMS concernant ce qui est du point de vue de la justice. Je suis sûr qu'il y a des avocats, il y a des juristes. Oui, ne vous inquiétez pas, et tout le monde est toujours sur le pont. Simplement, il faut le temps de pouvoir les rédiger, de bien comprendre la situation. Alors moi, ma question directe, c'est que, sachant qu'elle dispose d'un logement social qui lui a été attribué suite à une ordonnance de protection, soi-disant, entre guillemets, a-t-elle le droit de me mettre à la porte alors qu'elle doit partir dans le mois qui suit, ça veut dire au mois d'août, elle doit partir, elle n'a plus rien chez nous, elle n'a plus rien, elle a tout pris. Vous vous êtes renseigné auprès de votre avocate qui gère votre divorce ? Mon avocate, malheureusement, j'en étais sûr que vous alliez me poser la question, ne me répond jamais quand il ne s'agit plus du divorce lui-même. De divorce. Voilà. Quand il ne s'agit pas de divorce, au fait, par téléphone, c'est même pas la peine. Elle est injoignable parce que c'est quelqu'un de très occupé. C'est une avocate brillante. Par contre, quand j'envoie des mails concernant le divorce, elle me répond. Quand j'envoie des mails autres pour demander un autre conseil, pas de réponse. Alors, est-ce que c'est parce que vous faites des mails trop longs Non, et du coup, elle n'a pas des questions brèves, directes.
Mhm. Pour le 8 juin, je devais retourner à la maison. Je lui pose la question, qu'est-ce que vous me proposez, qu'est-ce que vous me conseillez? Rien. Mhm. Et vous avez regardé autour de vous s'il y avait des associations, justement, qui permettaient, des associations de juristes, qui J'ai permettaient... vu une juriste dans la MJD de ma ville, c'est Oui. la Maison des droits et de la justice, qui m'a vraiment conseillé de m'éloigner le temps qu'elle parte. Ça, je l'ai vu il y a un mois. Hein. Oui, bon, Parce ça que c'est son assez... état psychologique n'est pas, et c'est vrai que son état psychologique est très dangereux. Je vous pose juste une parenthèse. Je l'ai accompagnée dans 2 magasins différents pour qu'elle achète des meubles. Et quand il y avait des soucis avec les vendeurs, elle a fait des scandales extraordinaires. Moi, j'avais honte. Je voulais que la terre s'ouvre et que je rentre dedans. Mhm. Des cris, des scandales, ça lui ressemblait pas. Ça fait 10 ans que je la connais et tout le monde la connaît. C'est pas elle. Est-ce que Elle a du d'ailleurs, est-ce mal que à... ça ne serait pas intéressant d'ailleurs, éventuellement, de voir si vous pouvez pas avoir pour vous aider pour la suite, d'avoir des personnes qui puissent témoigner, faire J'ai des pensé, petites oui, attestations oui. juste pour démontrer. Le but, c'est pas de lui faire du mal. Ah non, Le but, mais c'est de pas toute de ne façon, pas vous en faire vous. j'ai son dossier médical, mais il ne me sert à rien. Et quand je vais voir les services de police et on me dit qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez vous? Vous êtes médecin, qu'est-ce que vous nous racontez qu'elle est bipolaire? Est-ce que vous êtes médecin? Au fait, elle s'est mis le commissariat complet dans sa poche avec des mensonges. Parce qu'elle a beaucoup de qualités, mon épouse, beaucoup. Et sa plus grande qualité, c'est qu'elle ment comme... J'ai jamais vu quelqu'un qui ment comme ça. Même moi, elle me ment. Parce qu'effectivement, encore une fois, nous ne sommes pas dans le cadre de quelqu'un qui cherche à mentir, mais quelqu'un qui est persuadé tout à son délire, est persuadé de son fait, et donc réécrit l'histoire, et du Ouais. coup, évidemment, relate des choses qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Je n'ai pas de SMS, mais par contre, un mail qui nous est parvenu, qui pour l'instant ne répond pas à vos questions, mais qui en tout cas est un message de soutien très chaleureux. Il vous est conseillé de changer les clés, la serrure de votre appartement. Alors, J'y ai pensé, oui, je j'y ai sais pas si pensé, légalement vous en avez vraiment le droit. En tout cas, voilà, je vous légalement transmets j'y ai le... droit, c'est mon appartement, il est à mon nom, mais j'y ai D'accord. pensé, mais je vois mal. Ma femme et mes enfants dehors, Bien sûr, je comprends. et moi à l'intérieur, et mes enfants qui se disent dans leur tête que notre papa ne veut pas qu'on Nous- rentre chez nous- nous. nous- Vous vous rendez compte psychologiquement Bien qu'est-ce qu'ils sûr, vont? bien sûr, je J'y ai comprends très bien. pensé, bien sûr. Elle aurait été adulte toute seule, ok, mais avec 2 enfants en bas âge, Mhm. psychologiquement ça va les détruire. Mhm. Oui, la situation, évidemment, et puis en plus, comme vous n'avez... Enfin, là, de toute façon, c'est toutes les difficultés de la lenteur de la justice, de la lenteur du Oui. timing de l'agenda, parce que d'un Malheureusement, point de vue... nous avons une présentation devant le JAF que au mois de février. Oui, Pardon, oui. février 2022, oui. Ouh là là, oui, effectivement, c'est très loin tout ça. Mais heureusement, elle quitte son logement là, à la fin du mois, vous me dites, hein? À la fin août, c'est ça? Normalement, oui. Normalement, parce que le 2 septembre, les enfants seront scolarisés hors de cette ville. D'accord. Donc, Mais d'ici là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai dépensé tous mes économies. Je n'ai plus un rond pour aller à l'hôtel. ah oui, je comprends. Oui, votre situation est extrêmement triste. Triste dans le sens où il y a vraiment un sentiment d'impuissance qui est le vôtre, et d'abattement d'ailleurs, et c'est ce qui me fait faire du souci d'ailleurs, hein, c'est cet abattement, parce que il vous faut C'est gentil trouver à vous. du ressort, parce que sans devenir... Le ressort ne veut pas dire être agressif, mais le ressort, il vous en faut néanmoins pour pouvoir vous sentir légitime dans votre droit à être père, à être auprès de vos enfants, à stopper le délire maternel, dont les enfants d'ailleurs ne manquent pas de souffrir aussi, parce que les enfants sentent bien quand ça part en vrille, quand ça part dans tous les sens, même s'ils essaient d'arrondir les angles en faisant comme s'ils ne s'en rendaient pas compte. Et ils ont besoin aussi de sentir que leur papa ne se laisse pas
abattre. Vous me dites avoir des garçons, ils ont besoin d'avoir un référentiel parental et notamment paternel un peu solide. C'est de moi, je suis devenu le toutou. Parce qu'elle me et l'ombre de vous-même, j'entends bien. Chaque contrariété, elle me menace d'appeler la police, vous vous rendez compte? À chaque contrariété, si je dis non à quelque chose, j'appelle la police. Vous vous rendez compte? Je suis devenu le toutou, je fais tout. Et puis elle surfe évidemment habilement, tout à sa folie encore une fois, mais elle surfe habilement sur les idées reçues et relatives aux hommes et leur agressivité. mais surtout que maintenant au commissariat de notre ville, je suis persona non grata. Voilà. Et vous n'avez jamais fait de main courante sur ces délires à elle? Mais j'en ai plus d'une dizaine. J'en ai plus qu'une dizaine, mais à part les déposer chez mon avocat. Oui, mais après, quand ça sort de chez eux, il veut plus les revoir. Les mains courantes, ça court la rue. C'est vrai, vous avez raison, mais vous savez combien fonctionne la justice. Plus vous aurez des preuves, des attestations, des mains courantes, ça fera contrepoids à tout le délire qui est le sien, puisqu'elle n'hésite pas, en toute impunité, à vous mettre à la porte, à dire que vous faites même des choses que vous ne faites pas. Donc c'est important que vous ne soyez justement pas dans la soumission de sa violence à elle. Parce que souvent, pour ne pas être accusé d'agressivité, pas être accusé de violence, eh bien, on finit par montrer à la terre entière qu'on ne peut pas être agressif. Et les deux moyens de montrer qu'on n'est pas agressif, c'est et de se soumettre et de tomber malade et d'être faible. Parce qu'en étant faible, on voit bien qu'on ne peut pas avoir été à l'origine de toutes les violences qui sont racontées. Et donc, vous êtes dans un mécanisme d'autodestruction, parce qu'en vous détruisant, d'une certaine manière, vous pouvez faire entendre votre légitimité, faire entendre votre impuissance et votre gentillesse et votre souci, pour que la justice puisse aller dans votre sens. Sauf que la justice ne fonctionne pas comme ça, Samy. Il faut pas seulement que vous ayez la mine d'un chien abattu, il faut que vous ayez aussi des preuves, que vous puissiez vous défendre, que vous puissiez vous dire haut et fort votre inquiétude concernant vos enfants. Et ça, c'est absolument capital, parce que vos enfants ont aussi besoin de la solidité de leurs parents, surtout dès lors que leur maman part complètement en vrille. Oui. Donc c'est vraiment important. C'est pour ça que je vous disais, je sais bien que tout à l'heure vous étiez un peu souriant devant mes conseils mes conseils de votre sommeil, de votre nutrition pour reprendre du poil de la bête, mais c'est absolument capital. Vous avez un combat à mener qui n'est pas un combat d'agressivité, qui n'est pas un combat contre l'autre et contre elle en l'occurrence, ni contre la société, mais vous avez un combat à mener pour vous tenir droit, pour garder votre place de père, pour avoir un toit sur votre tête, pour vous sentir légitime au même titre que tout un chacun dans cette société et dans le fait de défendre vos droits, de faire entendre vos droits et votre liberté d'être. C'est absolument indispensable, Samy. Donc il faut que vous preniez grand soin de vous. Et ça me paraît être d'une part la priorité, c'est-à-dire c'est un peu comme si vous deviez faire une course. Vous avez beau vouloir faire une course, il faut que vous ayez bien dormi, bien mangé, que vous soyez sur le pont, que vos muscles soient alertes, que vous ayez fait vos assouplissements pour pouvoir faire votre course. Et bien là, vous avez une course à mener qui est une course vraiment longue, puisque si votre rendez-vous n'est qu'en février de l'année prochaine, mon Dieu que le temps est long, pour une justice qui se veut de plus en plus rapide, et il est important que... Oui, c'est ce qu'il nous a dit le nouveau ministre, malheureusement, qui est déjà dans des embrouilles avec la justice. Oui, ça... No comment sur ce sujet. No comment, oui, je suis désolée, je sais que vous n'avez pas le droit de commenter l'actualité. Non, mais c'est pas ça, c'est pas que j'ai pas le droit, c'est que je serais bien infoutue et je laisse les gens dans ce métier le faire. Moi, je ne me permettrai pas de décider de ce qui est et ce qui n'est pas. Enfin, Samy, voilà, je voulais simplement vous dire que je pense évidemment bien à vous. Nous vous transmettons tous les SMS et mails que nous allons recevoir. Merci et je vous souhaite un bon courage et je sais combien il va vous en falloir. Donc surtout, prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous. Et la Libre Antenne est là si vous en aviez besoin.
Merci beaucoup et j'espère que vous n'allez pas exiger le pass sanitaire pour participer à votre émission. Non, Bon, vous êtes libre. C'est voilà, une libre libre antenne. C'est la seule liberté qui nous reste. Voilà, gardons-la Vive la libre précieusement. antenne. Bonne soirée, Samy. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Et nous accueillons à présent Marie-Pierre. Bonsoir Marie-Pierre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui fait votre appel? De quoi? Alors, voilà, je vais essayer de ne pas être trop positive parce que j'ai une tendance à être très positive, c'est-à-dire malgré toutes les difficultés, de voir toujours le bon côté des choses. Et puis, voilà. Mais là, ce soir, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous appelle. C'est surtout par rapport à mon fils, qui a 19 ans. Voilà, on a une vie familiale qui est assez compliquée, puisque mon fils a perdu son père, il avait 6 ans et demi, il a assisté à la mise en bière, ce qui n'est pas un moment, facile, étant donné que son père ne devait pas être inhumé en France, donc j'avais un petit peu vu au niveau psychologique pour pas qu'il attende son retour, etc. S'il pouvait pas se recueillir sur une tombe, il valait mieux le voir. Bon, je suis pas sûre que j'ai fait le bon choix. D'accord, Voilà. parce qu'il a assisté à la mise en bière, parce que c'était votre idée en fait, ça. C'était mon idée, c'est-à-dire que je savais pas trop quoi faire. Bien C'est sûr, mais arrivé je comprends. en 6 mois. Oui. Et parce qu'il est mort de maladie, c'est ça, Marie-Pierre? Oui, d'un cancer. D'accord. Voilà. Et puis alors en parallèle, moi j'avais tous ces, vous savez, l'annus horribilis, comme dirait la reine Elisabeth II. C'était une année très très compliquée puisque moi, en même temps que son père a déclenché un cancer, moi j'ai déclenché en fait un lipome. Un nerf optique, donc j'ai dû être hospitalisée, etc. Enfin bon, bref, j'ai perdu la vue de l'œil droit. Et en même temps, son père, déclaré un cancer, donc il est décédé il a déclaré en même temps que moi, c'est-à-dire, moi c'était en octobre, lui c'était en décembre 2009. Et puis, il est décédé en juillet. C'était très compliqué. Nous étions à Paris, etc. Moi, je pouvais pas garder un appartement à Paris avec un enfant. On est arrivé dans une ville de province où j'avais de la famille, où je pensais pouvoir m'appuyer un petit peu sur la famille, ce qui n'a pas été le cas. Bon. Et je pense que maintenant qu'il a 19 ans, j'en paye un petit peu les répercussions. Parce que donc vous n'avez pas refait votre vie, vous êtes donc resté dans cette ville à proximité d'une famille que vous avez trouvée peut-être trop peu présente. Disons qu'il y avait ma mère et ma sœur surtout. Alors ma sœur qui était psychotique, donc il a fallu que je m'occupe de ma nièce en plus. C'est-à-dire, elle a 11 ans et demi, donc depuis sa naissance, j'ai été tiers digne de confiance. Je l'ai tous les 15 jours, je l'ai pendant les vacances, puisque ma sœur, malheureusement, maintenant est SDF. Ma mère, malheureusement, n'a pas été une mère, je dirais. Donc, il a fallu tout que j'assume. Alors, mon fils, le décès de son père, ma sœur, qui est devenue SDF, ma nièce qui maintenant est en famille d'accueil, mais que j'ai beaucoup à la maison, puisque pour elle, c'est sa maison. Et puis, maintenant, j'ai des soucis avec mon fils.
Alors, quels sont maintenant, attaquons cette histoire de soucis de votre fils Eh parce qu'il bien, a 19 ans, beaucoup de jeunes hommes de 19 ans voilà, sont en c'est un déséquilibre déjà. enfant, voilà, au niveau, parce que j'ai toujours été là, hein, bien évidemment. Donc, que ce soit au niveau scolaire, au niveau, voilà, quand on était à Paris, très très tôt, hein, je l'ai emmené, il avait 3 ans, je l'ai emmené en poussette au Louvre, au musée d'Orsay, enfin voilà, on faisait plein de choses à Paris. Mhm. Quand on est arrivé en province, c'est vrai que du coup, je me suis retrouvée avec les problèmes à régler de ma sœur, de ma nièce, de ma mère. Je lui ai peut-être laissé beaucoup de place, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus le père, hein, Mhm. Bien il n'y avait sûr. plus son père. Et puis, il a eu de très bons résultats, etc. Bon, il s'est retrouvé donc là, je pense qu'il a pris beaucoup de place au Mhm. niveau. Voilà, moi je sais tout, je veux tout faire, c'est-à-dire que à 18 ans, il voulait avoir son permis, il l'a eu, bien évidemment, Mhm. parce que tout ce qu'il veut, il l'a. Il voulait une voiture, alors une voiture qui m'a coûté les yeux de la tête, je peux dire d'occasion, mais alors très très cher. Et puis ensuite, il a voulu faire, c'était au mois de juin dernier, une école de commerce à Paris. Donc, il a pu avoir un prêt étudiant de 14 000 euros. Si ce n'est que au mois de janvier, il n'avait pas justement ce qu'il fallait pour pour qu'on puisse payer le loyer, etc. Donc une alternance. Donc ça, avec le Covid, il ne l'a pas eu. Donc il a dû abandonner, si ce n'est qu'il se retrouve avec ce prêt de 14 000 euros. Étant donné que je suis toute seule, je ne peux pas tout gérer. Et puis, le problème avec mon fils, c'est que, bien que je lui dise les choses, je lui avais dit que cette école était trop chère, vu nos moyens, étant donné que je suis toute seule, que cette voiture était trop chère, vu nos moyens, étant donné que je suis toute seule. Non. Il continue à pousser les limites, et à tel point que les limites ont été dépassées, puisque dernièrement, alors ça c'est très dur à dire pour moi, il y a un mois, en fait, il est revenu un soir en me disant, voilà, j'ai des amis qui me disent qu'une fille a été abusée sexuellement par un garçon. Donc, ça n'est pas possible, ça n'est pas normal. Je vais défendre la veuve et l'orphelin quelque part. D'accord. Il est quelque part. Hein. Il y est allé, il s'est retrouvé en garde à vue. D'accord. Puisqu'il a menacé ce garçon, puisque ce garçon avait abusé cette fille, et ça, il ne le supporte pas. Et maintenant, on se retrouve, je me dis, il va se retrouver au tribunal, alors que, voilà, que faire? Et il ne m'écoute pas. Et je lui avais dit, ne t'occupe pas de ça, surtout ne fais rien, parce que ça va te retrouver. Enfin, il n'était pas le seul, hein, en même temps, hein. Puisqu'il connaissait pas cette fille, il connaissait pas ce garçon, mais il a voulu jouer les justiciers. Voilà. Oui, alors évidemment que, d'abord, vous parlez d'un jeune homme de 19 ans, et comme je le disais tout à l'heure, c'est un temps compliqué. L'adolescence, c'est un grand ado, mais c'est encore un ado qui est majeur et qui veut faire la preuve de sa majorité, donc de son autonomie, quand bien même il n'est pas du tout autonome, notamment matériellement. Et puis même dans les projections à venir, pour l'instant, tout ça, c'est toujours très touchant et à la fois très déstabilisant. C'est que nos jeunes, dès lors qu'ils ont 18 ans, ils veulent prouver leurs 18 ans par le pilotage de leur voiture, leur liberté d'aller où ils veulent, de décider ce qu'ils veulent,
de se montrer fort dans la société. Et évidemment, ils veulent le faire d'autant plus qu'ils ne le sont pas encore, qu'ils sont évidemment tout à la difficulté d'une autonomie et qu'ils dépendent de leur maman, en l'occurrence de vous, ou de leur papa quand il y a des papas. Mais c'est toujours difficile parce qu'ils veulent dire je suis seul, je suis fort, je suis capable moi tout seul. Et dans la réalité, tout les renvoie à leur position d'enfant puisqu'ils sont complètement dépendants de leurs parents. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Donc, il y a toujours, pour votre fils et pour des tas d'autres jeunes hommes ou jeunes filles d'ailleurs, il y a cette ambivalence entre je veux prouver que je suis autonome et non seulement tout me renvoie que je suis dépendant de toi, mais en plus tu me dis qu'on n'est pas apte à parce que financièrement on n'en a pas les moyens. Donc en fait c'est cruel parce que vous faites tout ce que vous pouvez, mais votre enfant veut tellement faire la démonstration de ses compétences qu'il lui est insupportable d'entendre non seulement qu'il n'est pas compétent lui, qu'il dépend de vous, mais qu'en plus vous n'avez pas la compétence aux aisances qu'il souhaiterait lui-même. Oui. Donc c'est toujours très difficile parce que c'est ça le réel. Le réel, c'est qu'on Oui, a ou on n'a pas. il a fait des démarches, il a été à la CCI, il a pris rendez-vous avec... il avait plein de projets, d'applications, etc. Donc il a pris rendez-vous avec la mairie. Pour 19 ans, c'est vrai qu'il a fait énormément de choses. Mais au résultat, au final, donc il essaie de prouver qu'il va trouver des choses pour... alors lui, c'est gagner tout de suite 100 000 euros, etc. On est dans la surenchère. Bien sûr, mais c'est ça tout qui est... Et il va évidemment déchanter, bien qu'on lui souhaite de réussir comme il l'entend, mais évidemment que c'est douloureux de se dire que les sous ne se font pas nécessairement par des gros sous immédiats, mais par des petits sous les uns après les autres, par beaucoup d'efforts, par beaucoup d'abnégation, par de la mesure. Par essence, la jeunesse n'est pas dans la mesure, et heureusement, si tous les jeunes étaient dans la mesure, ils auraient une frayeur à aller dans la vie, à se projeter, et ils hériteraient des anxiétés des adultes. Donc il faut qu'ils aient cette espèce d'arrogance incroyable de penser qu'ils vont tout réussir, qu'ils vont y arriver, qu'ils vont être des super-héros. Après, le réel va se charger tout seul de les remettre un peu face à la réalité et de les obliger à tempérer un peu l'idée qu'ils se font de leur possible. Alors c'est toujours difficile parce que si on dit tout le temps à nos adolescents tu ne peux pas, non, ça ne va pas marcher, ou tu ne vas pas réussir, ou ce n'est pas à la hauteur de nos possibles, eh bien l'enfant du coup nourrit une idée très dévalorisée de lui-même et il finit par adhérer à cette image de lui-même. Ou alors, évidemment, il va faire l'inverse en disant, puisque tu me dis que ça n'est pas possible, eh bien, je vais te montrer que c'est possible. Et pour te le montrer, je fais tout l'inverse en exagérant, évidemment, le trait jusqu'à des fantasmes de réussite ou des fantasmes de capacité physique. C'est pas parce qu'on a vu des films avec des super-héros qui à coup d'un coup de poing, vont rétablir la justice sur un méchant qui aurait agressé une petite jeune fille. C'est pas comme ça que dans la vraie vie ça se passe, parce que dans la vraie vie il y a quand même de la justice qui estime qu'on ne fait pas justice soi-même. Dans la vraie vie il y a des phalanges qui se cassent, dans la vraie vie il y a des nez qui se cassent, il y a du sang qui coule. Dans la vraie vie c'est un peu différent que dans les films. Et puis dans la vraie vie il faut observer quelle est la réalité de ce qui s'est produit. Et à la fois, vous disiez lui avoir dit surtout ne t'en mêle pas, et j'entends évidemment le discours d'une maman protectrice de son fils, et à la fois faut-il lui en vouloir d'avoir une idée de l'injustice et de vouloir que la justice se fasse, d'avoir une idée de la protection à apporter, vous qui vous-même avez beaucoup protégé les uns et les autres jusqu'à votre détriment, puisque vous protégez votre petite nièce, que vous êtes... Voyez, c'est pour ça que je ne pouvais pas... en même temps, je le comprends, bien évidemment, mais je vois les conséquences, c'est-à-dire qu'il va passer en jugement. Je me dis peut-être qu'il va avoir une peine, alors qu'il a voulu protéger. Oui, alors et évidemment. C'est ça qui est très difficile. Alors le truc, c'est que il va en apprendre aussi des choses, même s'il passe en jugement, il va en apprendre des choses. Il va apprendre. Alors, où le pire serait qu'il apprenne qu'il ne faut pas protéger, qu'il faut traverser et ne pas voir
les méfaits qui se produisent, ce qui serait très triste pour notre société, ou qu'il apprenne à comprendre comment on protège, et on ne protège pas toujours en arrivant sans que rien vous ait été demandé, ou en sautant sur des gens que vous ne connaissez pas, au nom de on a vu ou on a su qu'hier il s'était passé quelque chose, puisque il faut pouvoir aussi vérifier un peu les faits et pas se laisser embarquer dans des histoires qui n'ont pas de sens. Si on reprend l'histoire de Samy tout à l'heure, si on écoutait sa femme... Mon fils s'appelle Samy, c'est pour ça que ça fait un petit peu écho chez moi. Voilà, mais là Samy, c'est celui qui semble le dindon de la farce, puisque son épouse va dire que il l'a agressé et que du coup il se retrouve en mauvaise posture. Donc on peut aussi imaginer que des choses pas toujours justes se disent, donc c'est toujours compliqué. Mais à la fois, heureusement que l'énergie, la fougue, le sentiment de protection existe chez la jeunesse qui va vouloir veiller à ce que tout et n'importe quoi ne se fasse pas. Maintenant, évidemment, il va falloir qu'il apprenne la mesure des choses, comment on le prend, comment on prend les choses, comment on protège, de quelle manière, pour non seulement protéger les autres, mais se protéger soi aussi, et veiller à ce que la protection que l'on a mis en place serve vraiment de protection et qu'elle n'expose pas ce qu'on a voulu protéger et soit au passage. Donc tout ça, ce sont des occasions d'apprentissage. Alors évidemment que ce qui est compliqué, c'est que votre fils, comme vous le disiez, vous me disiez tout à l'heure, il a pris beaucoup de place. Et vous avez dit ça juste après m'avoir dit que vous vous êtes beaucoup occupé de votre nièce. Oui, voilà, j'en suis tout à fait consciente, parce que j'ai fait une psychothérapie aussi. Donc j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ce qui s'est passé. Mais il n'empêche que lui, toutes ces années, il les a vécues comme un petit peu le seul homme de la famille. C'est ça. En fait, il y a deux points différents d'ailleurs, deux postures différentes. Il y a d'une part le fait que son papa étant mort, d'une part, il a pu prendre la place paternelle, puisque vous n'avez pas mis d'autres hommes à la place de son père. Non. Donc, résultat, évidemment, que vous savez, la nature a horreur du vide, et les petits garçons, comme les petites filles d'ailleurs, adorent l'idée de pouvoir prendre le fauteuil de leur papa ou de leur maman si d'aventure ils étaient absents. À cela se rajoute aussi l'idée qu'un petit garçon peut imaginer être le besoin de sa mère, qui a perdu son mari, qui a perdu une certaine protection, et son côté justicier peut être né d'un souci de vous protéger en l'occurrence. Donc il y a quelque chose d'un peu délirant, mais chez tout enfant, qui a une opportunité de prendre la place. C'est vrai aussi, c'est pas que vrai pour les gens qui décèdent, c'est vrai aussi pour les couples qui se séparent. À partir du moment où un parent reste tout seul, l'enfant est assez gourmand de prendre une place qui n'est pas la sienne, et souvent les mamans, les papas laissent faire parce que l'absence est douloureuse, et que donc du coup, d'une certaine manière, on laisse cette place être prise ou habitée, parce qu'il est touchant de voir combien ce petit garçon se fait petit homme en prenant une place vacante. Donc il y a ça d'un côté, ce qui fait que du coup vous êtes une maman plutôt qui cherche à lui faire plaisir et dans une certaine séduction. Quand je dis séduction, je parle au sens de lui plaire. Donc évidemment, vous abondez volontiers dans le sens de ses désirs. Et de l'autre côté, vous êtes une maman très absorbée par le soin des autres à l'extérieur, qui fait sans doute aussi pour votre fils Samy un manque aussi de sa maman dans une place de maman, puisqu'elle est allée sauver les uns et les autres. Alors dans ce même modèle, il va sauver les uns et les autres, où il s'autonomise, puisqu'il ne peut pas nécessairement compter sur votre soin, d'abord parce qu'il a grandi, mais aussi parce que vous soignez les fragiles. Donc, où il faut être fragile, et auquel cas il a votre attention, où il faut être fort comme vous pour survivre et aider ceux qui sont fragiles, vous voyez. Et c'est ça qui est difficile, parce que le temps de l'adolescence est un temps un peu chaotique, plein d'ambition, et aussi plein d'insécurité, et les enfants ont besoin d'être encouragés dans leurs ambitions, et à la fois protégés des périls dans lesquels ils pourraient se mettre, c'est ça qui est difficile pour des parents, tout en acceptant qu'il va chuter, qu'il va
qu'il va tomber dans des ornières. On espère simplement que ce ne soit pas des abysses et qu'il va en apprendre à lever les pieds correctement, à savoir se comporter de manière à pouvoir tirer le meilleur parti de sa relation aux autres, au monde, pour pouvoir grandir lui-même. On ne peut pas épargner nos enfants complètement. Mais c'est vrai que votre garçon, il veut se sentir fort et puissant, d'autant plus que son papa ne l'a pas été puisqu'il est tombé malade, et que du coup, la puissance, il la voit dans une puissance matérielle, dans une puissance de ce qu'il deviendra. Et à la fois, il faut l'encourager à être ça. Oui, tu peux être capable. Tu peux être capable de faire des études et être brillant. Tu peux être capable, grâce à tout cela ou à tout ce que tu auras appris de victoires et d'échecs, tu peux être capable de gagner très bien ta vie. Mais pour l'heure, il te faut le faire avec la réalité, puisque pour pouvoir gagner sa vie, c'est se confronter à la réalité, pas rêver une idée de la réalité. Et donc, évidemment, faire très attention à non pas dire tu n'as pas les moyens, on n'a pas les moyens, puisque tout ce que votre fils veut vous dire, c'est qu'il en a les moyens, certes pas matériels, mais les moyens en termes d'énergie. Donc, il ne faut pas le décourager, mais à la fois l'aider à rencontrer le réel. Voilà. Et ça, c'est rencontrer le réel, Mais c'est ça que je sais pas faire, parce que effectivement, il a des idées extraordinaires. Il a fait beaucoup de rencontres. Enfin, d'ailleurs, il est très très sociable, et il a un rôle moteur avec ses amis. C'est vraiment. Enfin, c'est lui qui est le moteur de tout. Mais c'est là où je dirais que moi, j'achoppe un petit peu parce que, alors en même temps, moi, je suis salariée, j'ai une auto-entreprise, donc je travaille 50 heures par semaine. Donc il me voit travailler. Mais pour lui, c'est jamais assez. C'est-à-dire que je ne réussis pas, donc lui doit réussir encore plus. Bien sûr. Voilà, alors, il met toujours la barre plus haut. Alors, Marie-Pierre, si vous le permettez, on va poursuivre là-dessus, mais pour l'instant, on se fait une petite pause pub, s'il vous plaît. D'accord. À tout de suite. D'accord. Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1. Et nous retrouvons Marie-Pierre. Marie-Pierre, vous êtes toujours là ? Oui. Alors, oui. Vous étiez en train de parler justement de votre fils et vous me disiez que le problème, c'est qu'il vous voit travailler, 50 heures par semaine et pour lui, ça n'est jamais assez. Alors, bien sûr, pas jamais assez les 50 heures. Non, financièrement. Voilà, mais j'ai bien entendu, c'est pour ça. Mais comme vous disiez, ça n'est jamais assez, j'ai bien compris que malgré les 50 heures qui vous permettent de gagner votre vie, pour lui, ça n'est pas assez. Alors, évidemment que là, on est sur un autre sujet. Bien sûr que c'est indélicat de sa part. C'est indélicat parce que vous épuisez à votre travail, vous faites de votre mieux, vous portez de longue date un peu tout le monde sur vos épaules et notamment financièrement, et que vous essayez de faire en sorte que, évidemment, ce qui l'attire, ce qui lui fait se sentir bien, ce qui lui permet de prendre sa place dans la société, parce que malheureusement les adolescents, et pas que les adolescents d'ailleurs, mesurent alors à ce qu'ils possèdent la compétence à rentrer dans un univers ou justement en être exclu. Donc avoir une voiture par exemple, fait partie de la panoplie pour pouvoir se sentir compétent, se sentir un homme, se sentir libre, etc. Bon, on n'est pas obligé d'avoir une voiture très chère, bien sûr, mais tout ça, la jeunesse n'y fait pas attention. Donc, ce que vous disiez, c'était que donc ça n'est pas assez. Et là, on est dans un autre sujet. Alors, bien sûr, j'entends bien le sujet financier, mais d'une certaine manière, votre fils attend beaucoup de vous, sans doute parce que, justement, il y a eu beaucoup d'absence, d'une maman d'ailleurs qui travaille beaucoup, d'un papa qui n'est plus là de longue date. Et donc, il attend énormément pour être bien, pour être comme propulsé dans un monde de confort, dans un monde d'aisance, parce que sans doute, justement, il lui est difficile de faire avec l'absence de sous, mais plus exactement l'absence de sécurité parentale. Donc, en fait, c'est un peu comme s'il vous jugeait pas à la hauteur, et c'est ça qui est sans doute très douloureux pour vous. Voilà. Parce que, moi, je ne conduis pas, donc je lui avais acheté cette voiture, quand même 5 000 € en occasion, qui a été un gouffre financier, etc. Mais en fait, je pense que je lui laisse trop de latitude, parce que c'est ce qu'il voulait.
Moi, je disais, prends moins cher, mais il ne m'écoute pas, en fait. Et alors, justement, il ne vous écoute pas, mais c'est une Non. nouveauté depuis, j'allais dire, son autonomie, ses 18 ans, etc. Ou c'était quelque Ça chose de... fait, je dirais, ça fait bien 3 ans. 3 ans, d'accord. 3 ans, donc à partir de ses 16 ans, en fait, parce que c'était un enfant avant assez timide, etc. Enfin bon, mais enfin pas trop timide. Il avait des amis, etc. Hein, c'est pas. Mais quelque part, je pense qu'il a été vers des gens un petit peu, enfin, je dirais borderline, pour avoir une protection. Alors, c'est-à-dire, quand vous dites borderline, c'est... Quand je dis borderline, c'est-à-dire des jeunes qui sont limites, quoi. Mais limite faire des psychiquement choses. ou par rapport à la loi? Vous voulez parler de quoi? Voilà, Par rapport voilà. à la loi. Et parce que il m'a toujours dit, mais au moins on est un groupe, on se soutient, et si j'ai besoin, je sais qu'ils sont là pour moi. Donc, vous voyez, ce qu'il vous dit, c'est bien ce que je supposais tout à l'heure. Bah C'est-à-dire oui, mais que votre fils... qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah oui, je comprends. En fait, déjà, il faut savoir que, d'abord, ne pas vous flageller, puisque les adolescents, par définition, ont besoin à un moment donné de trouver leurs parents pas à la hauteur et d'aller chercher auprès de leur père, et pas père P-E-R-E, mais de AI, d'aller chercher justement une sorte de famille recomposée par eux, choisie par eux, qui soit source d'enthousiasme ou de projet. Et là, en l'occurrence, de protection. Donc, c'est bien que votre fils, Marie-Pierre, a souffert d'un manque de protection de par, non pas votre incapacité à le protéger, mais de par le fait que vous ne pouvez pas être au four et au moulin et que vous êtes chargé de beaucoup de monde et pas seulement de travailler. Et donc, d'autres personnes, notamment de votre sœur, de sa fille, qui, du coup, votre fils allant bien, étant plus privilégié d'une certaine manière que votre nièce, a sans doute souffert du manque de protection essentiellement tournée vers lui. Et puis, bien sûr, un papa qui n'est pas là, donc qui ne joue pas son rôle et qui fait qu'il est allé chercher des grands frères, donc sans doute des hommes d'ailleurs, des hommes qui manquent furieusement, puisque si vous me dites que vous êtes vous toute seule sans avoir eu d'homme dans votre vie, que vous avez votre mère et votre sœur et votre nièce, ça fait que des femmes, tout ça, et il a eu besoin d'aller se trouver une communauté d'hommes et de se sentir homme et de faire la démonstration de sa virilité par des choses bien sûr très symboliques et anecdotiques, mais qui pour lui font loi, font poids. Tout à fait. Vous comprenez ? Tout à fait. Exactement. Et ça, c'est assez classique. Je pense qu'il faudrait pouvoir, si j'ai un conseil, alors après, les conseillers ne sont pas les payeurs, et puis il faut trouver le bon moment, puisque échanger avec son enfant ou échanger avec quiconque, c'est toujours compliqué, parce qu'il faut pouvoir aborder des sujets qui sont des sujets complexes, qui peuvent un peu brusquer. Typiquement, quand il y a eu ce problème-là, alors on n'en est pas sorti, parce que je ne sais pas comment ça avait évolué. J'ai forcé un peu les choses et je l'ai envoyé voir un psychologue. Ah, très bien. Et il y est allé? Ah bah oui, mais il a tourné le psychologue à sa façon, parce qu'il tourne... il a un tel pouvoir de persuasion qu'il est devenu presque ami avec le psychologue, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Alors c'est pas qu'il n'y a pas de problème, c'est vrai que vous savez, ce n'est pas que le psychologue a été tout d'un coup on lui a mis la tête à l'envers, c'est que par définition un psychologue, quand il reçoit un patient, il doit établir un lien de confiance, un lien de sécurité, et bien évidemment qu'il voit le monde du point de vue de son patient. Ça ne veut pas dire qu'il discrédite la maman, bien évidemment que non, mais c'est absolument important pour aider son patient à cheminer. C'est important d'établir un cadre de confiance suffisant pour qu'on puisse à un moment donné un peu bousculer le patient. Le bousculer en le remettant en question, en l'interrogeant sur sa façon de fonctionner, etc. Oui, je suis d'accord, mais en fait, il a pas donné suite, du coup, mon fils. D'accord, donc ils sont devenus potes et il a cessé un rapport professionnel, c'est ça ?
Ah ben, il l'a vu une fois. Bon, en même temps, c'était 50 euros, donc je pouvais pas payer, énormément de. Ben, je comprends. Vous savez qu'il Voilà. existe, et vous savez qu'il existe des CMP, des centres médico-psychologiques, où les consultations psychologiques sont Oui, gratuites. mais là, déjà, pour qu'il aille là-bas, j'ai dû faire des pieds et des mains. Et puis il m'a dit, de toute façon, tu vois, il s'est rangé à mon avis, donc j'en ai pas besoin. Déjà, il était assez réfractaire. Ceci étant, c'est ce qu'il vous dit, c'est pas nécessairement ce qu'a dit le psy, à moins que le psy en ait parlé avec vous directement. Non. Mais non. Donc c'est ce que votre enfant vous relate, c'est pas nécessairement le reflet de la réalité, puisque sans doute que le thérapeute aura dit, prends le temps d'y réfléchir, reprends rendez-vous, je suis à ta disposition. Oui, mais c'était trop cher, quoi, 50 euros. Voilà, mais alors c'est ça, Marie-Pierre, je comprends pleinement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des miracles d'abord en une séance, et vous saviez que la séance était de 50 euros. Et donc, vous avez eu besoin d'un appui qui était l'appui d'un psychologue. C'était un homme, c'est ça ? C'était un monsieur. Oui, ce qui était un très bon choix d'ailleurs. Voilà. Donc il avait besoin, et vous aviez besoin vous-même, qu'il puisse être en lien avec un homme qui puisse faire référence, et que du coup, même si ça avait tourné parfaitement, de fait, vous n'auriez pas eu les moyens, donc c'est vous qui auriez interrompu de toute façon la thérapie pour des questions matérielles. Donc en fait, on est dans un truc qui est un peu ni fait ni à faire, c'est-à-dire que ça part d'une très très bonne intention et d'un très bon choix d'ailleurs, en l'adressant à un thérapeute homme, et à la fois de toute façon que ça aboutisse, que le lien se fasse ou qu'il ne se fasse pas. De toute façon, on était au bout de l'histoire. Une seule consultation ne peut pas suffire à remettre votre enfant dans le droit chemin, puisqu'il faut établir d'abord un lien, il faut l'aider à comprendre ce qui se joue, l'aider à entendre et accueillir son désir d'autonomie éminemment légitime, et l'aider à se propulser dans le monde, face au monde et la réalité de ce monde, et pas en inventant bien évidemment une situation pur fruit de sa fantasmatique et de ses rêveries directement tirées d'un film policier, ou voilà, vous voyez, c'est pas évidemment pas possible. Donc évidemment que idéalement, ce qui serait souhaitable, c'est évidemment qu'il puisse avoir toujours ce référent qui est peut-être un psy, mais à ce moment-là plutôt dans un endroit où vous saurez que le suivi peut se faire, à savoir plutôt un CMP, parce que justement l'accès y est gratuit. Encore qu'aujourd'hui, depuis le Covid, même les séances payantes sont prises en charge. Donc là aussi, peut-être vous renseigner pour savoir s'il n'a pas, peut-être auprès du thérapeute lui-même, pour savoir s'il est possible de poursuivre ce travail, si votre fils en est d'accord. Oui, parce que ça s'était bien passé. Il était très réfractaire au départ, franchement. Quand il devait partir, il me disait oui, mais je sais pas pourquoi tu m'envoies là-bas. Enfin, c'était moi encore la fautive. Oui, et en fait, quand il est revenu, il était quelque part, il était content de son échange. Oui, tout à fait. Parce que même s'il participe d'une même s'il pensait avoir pris le dessus, ça c'était pas le problème. Bon, vous savez, souvent les patients sont dans cette idée-là, qu'ils vont pouvoir manipuler leur thérapeute, et c'est pas parce que les thérapeutes disent oui, c'est pas parce que les thérapeutes ne sont pas au fait de ce qui est à l'œuvre, et ça n'a pas d'importance, parce que nous ne sommes pas là pour juger ce qui se dit ou ce qui se passe, nous sommes encore moins là pour savoir si c'est la vérité. Nous sommes là pour accompagner un individu dans ses réflexions, dans ses mécanismes, pour l'aider à ouvrir le champ de ses possibles, alors qu'évidemment, se laisser embarquer, ce serait enfermer le patient lui-même dans ses croyances. Mais ça ne peut se faire que sur la longueur des séances, dans un cadre de confiance établi. Et pour ça, ce serait peut-être intéressant que vous téléphoniez au thérapeute pour voir s'il est d'accord. D'abord que vous téléphoniez peut-être à votre mutuelle ou à la sécurité sociale pour voir la prise en charge qui serait de ces 50 euros, peut-être en totalité, donc quand même ce n'est pas négligeable. Et à ce moment-là, une fois que vous avez l'assurance de pouvoir assumer matériellement le suivi thérapeutique, puisqu'il y a eu un bon lien, et que qui plus est, encore une fois, je vous le dis, c'était une très bonne idée de l'adresser à un homme, que de parler à votre enfant en lui disant que vous le sentez, et c'est là un peu mon conseil, c'est-à-dire de pouvoir lui dire combien vous le sentez avec une
une ambition formidable, peut-être parfois un peu démesurée par rapport au réel, mais en tout cas formidable. Et il faut avoir une ambition formidable pour pouvoir commencer des choses et faire des choses dans sa vie, quitte à s'égratigner un peu les genoux parce qu'on a fait un peu fausse route de temps en temps, que ça c'est merveilleux et que pour ça il a besoin d'une ossature forte et qu'il a manqué profondément d'un papa et que vous en êtes désolé et que vous n'avez pas pu jouer un rôle de père puisque vous n'êtes pas un père, quand bien même vous avez été une mère qui a remonté ses manches et qu'à ce titre il vous paraît intéressant de poursuivre, qu'il poursuive son travail avec ce thérapeute, si bien sûr vous avez vérifié que c'est faisable, non pas parce qu'il aurait quelque chose à rectifier, mais parce qu'il a une densité à trouver et que vous ne pourrez pas lui apporter ce que seul un homme pourrait lui apporter, et qu'il est bien sûr dans un groupe où il y a plein de garçons, mais ce sont des garçons de son âge ou à peine plus âgés, alors qu'il a besoin de référentiels d'adultes, et que ce serait une très bonne chose pour pouvoir se propulser dans la vie avec des gens qui ont fait des choses. En tout cas, ce thérapeute est quelqu'un qui fait un métier, donc quelqu'un qui a abouti quelque chose, contrairement à son groupe d'amis qui sont encore entre l'enfance et la vie de l'adulte, en ayant encore pas tout à fait les deux pieds ancrés dans les responsabilités de la vie de l'adulte. Donc, vous voyez... C'est vrai que c'est ce que je lui avais un petit peu expliqué, étant donné que moi, j'ai fait une psychothérapie pour justement me libérer de toutes ces choses. Donc, je lui avais expliqué un petit peu, parce que c'est sûr que pour lui, c'était... c'était quelque chose qui ne comprenait pas vraiment complètement, donc je vais un petit peu expliquer que c'était un terrain neutre, etc. Et en fait, ce qui s'est passé notamment ce week-end, il avait, il y a 2 jours, il est allé en soirée, il y avait encore la possibilité, et puis un de ses amis a perdu son père il y a 1 an et demi, et en fin de soirée, cet ami s'est effondré et mon fils s'est effondré. Absolument. Et mon fils ne s'effondre jamais. Et oui, parce qu'il est très fort. Et là, il m'a dit, maman, je me suis effondrée. Eh bien, Marie-Pierre, je crois que si votre fils a eu besoin de vous relater cela, c'est qu'il a vraiment besoin qu'on entende qu'il y a de la fracture en lui. Et je crois que c'est ce que je lui disais en plus. Plus que jamais, je crois que vraiment, je ne saurais, là il va nous falloir arrêter, mais je ne saurais que vous conseiller de vérifier la possibilité de poursuivre ce travail d'un point de vue matériel et de l'inviter sur la base, non pas de le faire entrer dans le droit chemin pour qu'il vous écoute, mais sur ce qu'il vous a dit, à savoir de remettre, de consolider ses fondations, puisqu'il s'est effondré, de consolider ses fondations qui sont bien sûr fragiles compte tenu du décès de son papa. Bien sûr. Voilà Marie-Pierre, je vous souhaite bon courage. J'en suis convaincue et voilà, je voulais votre avis et je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, je vous souhaite bien du courage, prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous rappeler si besoin était. D'accord. À bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. La libre antenne d'Europe 1. Catherine Blanc accompagne vos nuits. Bonsoir Samuel. Oui, bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors moi je vous écoute. Oui. Vous êtes très gentil. J'aime bien votre voix. Écoutez, merci beaucoup. Écoutez, moi ça va pas être trop long, mais je voulais donner un grand message d'espoir en fait à beaucoup de gens parce que j'avais envie, je sais pas, tout à l'heure je me suis dit il faut que sur un coup de tête, je me suis dit je vais appeler et le dire. C'est-à-dire que moi j'ai vécu beaucoup d'épreuves dans ma vie, sans entrer dans les détails, mais c'est vrai que j'ai passé une grosse phase de dépression et parce que je me sentais vide et que j'ai eu beaucoup de choses qui ont fait que. Et au moment où je croyais que tout était perdu, j'ai fait une très très belle rencontre. Et c'était pour dire à tout le monde que ça pouvait arriver, à tout le monde, au bout du chemin, on peut tout à coup renaître. Parce que c'est ce qui se passe pour moi en fait. Je revis depuis quelques mois et j'étais vraiment en dépression et là depuis quelques mois je revis, je redeviens moi à mon essence quoi. Alors Samuel, vous avez 27 ans, c'est ça ? Oui. Et alors justement ce temps de dépression vous a duré s'est déclenché à la suite de quoi ? Toute une série en fait. En fait, j'ai toujours été assez plein de vie et très, très spontané, comme quelqu'un de très bien, de très spontané, je veux dire, de très très bien
socialement à l'aise, quoi, on va dire. Et vers 25 ans, en fait, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu une rupture hyper douloureuse. J'ai vécu la mort de ma mère d'un cancer. J'ai vécu des trahisons. Et à un moment donné, je me suis senti vide. Je me suis dit, mais à quoi bon de vivre ça, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, m'est arrivé trop de choses. Et je me dis, bon, au bout d'un moment... Et ça arrive à beaucoup. Je pense que voilà, beaucoup de gens vivent ça à un moment donné. Et moi, je crois que c'était vraiment foutu à un moment donné. Hein. Je me disais bon, à quoi bon de continuer comme ça c'est trop, ça me saoule. Et du jour au lendemain, on peut renaître, quoi, comme un phénix, en fait. Absolument. Par le biais d'une rencontre ou un événement. Et je voulais vraiment pas faire passer ce message parce que je suis sûr que ce soir, beaucoup de gens se disent ma vie, voilà, est comme ça. Oui, Ouais, voilà, oui, carrément, on peut dire ça. Hein. Ma bien vie est sûr. foutue, ma vie, qu'est-ce que ma vie est pourrie. Enfin, mais en fait, du jour au lendemain, tout peut basculer dans le bon. Tout peut basculer dans le mauvais, mais il faut se dire que l'inverse est aussi très bien possible. Absolument. Mais c'est vrai, si on regarde notre existence où nous naissons pour mourir, c'est assez décourageant de se dire qu'il nous faut gravir l'Everest d'études, d'énergie, de combats divers pour finalement arriver peu à peu, et le plus tard possible, pouvons-nous l'espérer, mais le plus tard possible vers la mort. Alors évidemment, en cours de route, quand on est jeune, quand on a 25 ans, et que tout d'un coup, on rencontre des difficultés extrêmement violentes, la perte d'une maman, des ruptures, des trahisons. Donc on voit que toutes ces femmes, finalement, qui, pour des raisons volontaires ou totalement involontaires, vous laissent seules. Évidemment que tout d'un coup, vous ça, vous êtes totalement sentie... seul. Voilà. Et du coup, c'est intéressant parce que, alors, on va revenir bien sûr sur votre message d'espoir, mais avant celui-là, il faut bien dire aussi, planter un peu le décor qui concerne tellement nos auditeurs également, c'est que souvent nous évaluons notre valeur à l'amour, au regard de l'autre. Et du coup, sans le regard de l'autre, sans l'amour de l'autre, sans la présence de l'autre, il nous paraît tout d'un coup, notre monde nous paraît vide, notre monde intérieur nous paraît vide. Or, en fait, nous sommes nous-mêmes un monde qui rencontre l'autre, l'autre avec ses possibles ou ses impossibles, mais en nous, il y a toujours de la vie qui s'impose, de la vie qui est là, qui bouillonne, à condition qu'on puisse la mettre un peu en avant. Alors, ce que je trouve formidable, c'est que vous puissiez dire que, donc, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Alors, évidemment, ça veut dire que quelqu'un vous a vu, mais de toute façon, vous étiez, elle ne vous a pas fait être. Et si demain, elle n'était pas là, vous êtes, et il faut pouvoir apprendre que c'est bon d'être aimé, c'est bon d'être avec quelqu'un, c'est bon de partager notre vie. De toute façon, nous ne sommes pas du tout faits pour être solitaires. Nous sommes faits pour vivre en communauté, nous sommes faits pour nous entraider, nous sommes faits pour partager, pour nous épauler. Mais on doit pouvoir passer les temps de deuil, les temps de vide relationnel, parce que nous sommes en compétence. Et je suis heureuse vraiment que vous ayez rencontré quelqu'un et que ce quelqu'un ait vu ce que peut-être pendant trop de temps vous avez oublié de voir de vous-même. C'est vrai. Oui, ça renforce aussi. Je me sens vraiment renaître, en fait, et être... C'est un peu difficile à expliquer, mais voilà, c'est vrai qu'on peut passer des moments très difficiles et se dire que tout est foutu, mais ensuite on se dit, avec du recul, on se dit, finalement, voilà, on les a traversés et on sent mieux, on sent plus fort. Absolument. C'est pour ça que quand on dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, c'est vrai en fait. Et absolument, Samuel. Alors justement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Alors, on fait une toute petite pause pub et on reprend sur ce que vous êtes en train de dire parce que c'est très important en effet. Leclerc. Tiens, tu traînes au rayon café ? Et alors, ça t'étonne ? Bah, vu qu'en ce moment, le paquet de 60 dosettes de café Senseo est à 3,76 € avec 34% de réduction, soit 9,04 € le kilo, je pensais plutôt croiser ton copain, le café maniaque. Ah mais non, j'ai planqué le catalogue. Moins de 7 centimes la dosette, il m'aurait pris tout le rayon. Alors que toi, juste 4 paquets. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 13 au 24 juillet, modalité magasin participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1.
Alors Samuel, nous reprenons sur cette jolie phrase « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Et je voulais saluer notamment dans ce témoignage que vous faites aux auditeurs, c'est aussi faire la preuve du partage de ce dont vous êtes plein. C'est-à-dire finalement cet homme qui se pensait tout vide, qui ne trouvait plus de sens à son existence, qui ne trouvait pas de sens parce qu'il ne trouvait pas de lien qui lui donne du sens, eh bien, tout d'un coup, vous êtes là à dire aux auditeurs qui seraient en pareille situation qu'en réalité, eh bien, il y a à droite, à gauche, ici et là, à qui s'est regardé, à qui s'est se montrer la possibilité de nouvelles relations et de nouvel espoir et de renaître de ses cendres comme le phénix, en effet. Et je trouve ça formidable. Donc, si vous avez à partager, c'est que vous n'étiez pas vide, Samuel. Comme quoi, parfois, nous avons une lecture un peu déformée de nous-mêmes. Samuel ? Allô, allô ? Nous n'avons plus Samuel. Vous m'entendez ? Oui, ça y est, je vous ai retrouvé. Ah, ça y est. Vous m'entendez ? Non. Et vous m'entendiez ? Je suis toujours là. Oui. Oui, je vous entends bien. C'est pour Ouais. ça que j'étais désespéré. Je me suis dit, bon, on n'entend Non, plus. arrêtez de vous désespérer, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous m'avez dit que vous revivez, vous n'allez pas vous désespérer là, comme parce que simplement on ne s'entend pas. Il va falloir que vous arriviez, Samuel, à faire avec même les absences de voix de femmes, même les femmes qui vous tournent le dos, même les femmes qui meurent, si importantes soient-elles. Vous n'êtes pas désespéré, vous êtes plein de possibles ô combien. Non, mais c'est très gentil. Non, mais vraiment, voilà, vous avez dit le phénix, oui, moi, j'ai vraiment cette sensation, si j'appelle, c'est parce qu'aussi, je veux faire passer ce message parce que c'est très, très fort pour moi. Je me sentais vraiment détruit, quoi. Ce que je vous ai dit vers 25 ans, mais voilà, ça, c'était la mort de ma mère à 25 ans, mais avant, j'ai eu des ruptures et des trahisons assez dures. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des choses très, très marquantes. Et donc, ça a duré des années, en fait, et à un moment donné, je me suis dit, je me suis vraiment senti vide et détruit. Oui, mais... Et je me suis... vraiment, pour moi, c'était la dépression, quoi. Et du jour au lendemain, j'ai essayé de garder espoir, et ensuite, il y a eu une rencontre qui m'a renforcé et qui me fait renaître, en fait, depuis quelque temps. Et donc, alors, je suis heureuse qu'elle vous fasse renaître, mais j'entends surtout que vous avez dit que vous avez en vous gardé espoir, et c'est peut-être ce mot-là que je veux entendre plus que où je veux mettre en avant plus que. Oui, je comprends. Le fait oui, vous voulez pas dire que voilà, c'est uniquement la rencontre. Que c'est à sa charge. Sinon, elle serait votre infirmière. Je veux croire qu'elle sera votre amoureuse et que vous pourrez être pleinement un homme. Non, parce qu'en plus, c'est pas une. Si vous voulez, c'est pas une relation. Comment dire, c'est pas tous les jours, c'est pas. Voilà, ça dure quelques mois, mais voilà. C'est ça. C'est quelque chose de très éthéré, c'est pas lourd, quoi. Très bien. Je m'agrippe pas à elle du tout. Hein, non, tant mieux. Ne jouez pas à la rapette, voilà. Ça marche pas très très bien. Non. Puis ça pète à un moment donné. Donc, Exactement. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier de ce témoignage et j'espère que nos auditeurs en pareille situation entendront que s'ils écoutent au fond d'eux, il y a de la vie et que s'ils la mettent un tout petit peu en avant, eh bien, ils seront vus et évidemment auront le loisir de pouvoir rencontrer à leur tour avec qui partager ou qui aimer, parce que souvent on ne s'en rend pas compte, mais dans notre souffrance on est des vrais porcs épics et donc du coup on éloigne tout le monde alors que l'on ne rêve que de l'autre. Voilà. Mais oui, vous avez raison. Merci à vous. Et puis voilà, je voulais vraiment dire pour finir que tout peut basculer aussi dans le bon. Absolument. Et que les gens qui souffrent peuvent voir aussi ça un jour, cette lumière tout à coup. Merci. Merci infiniment, Samuel. Je vous souhaite une très bonne soirée et que votre vie soit douce. Et voyez-la justement avec paillettes un petit peu maintenant. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Samuel. Au revoir. Et voilà. La libre antenne se termine, mais c'est pour mieux vous retrouver demain. Je vous souhaite à présent à toutes et à tous une bonne nuit. Mais si le sommeil devait encore tarder, je vous propose ce joli proverbe touareg pour apaiser l'anxiété qui continuerait à vous tarauder. Si longue soit la nuit, le soleil la suit toujours. Donc ça se marie parfaitement avec notre dernier témoignage de Samuel. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente nuit.